Bien, mesdames et messieurs, bienvenue pour cette table ronde intitulée « Minorités religieuses et citoyenneté, juifs et musulmans dans la cité hier et aujourd'hui ». C'est une table ronde qui est organisée dans la suite, à l'occasion de la présentation à l'UNIL d'une exposition sur le 150e anniversaire de l'émancipation des Juifs de Suisse, que vous pouvez voir jusqu'au 20 novembre au bâtiment Anthropole, ici juste à côté. En effet, les Juifs ont connu depuis le XIIIe siècle au moins une histoire faite de nombreuses discriminations, expulsions, assassinats, et ce n'est qu'en 1866, dans le sillage des révolutions libérales européennes, qu'une votation populaire donne aux Juifs de Suisse la liberté d'établissement dans l'ensemble des cantons, ce qui n'empêcha pas, bien entendu, le développement d'un antisémitisme dont on connaît les formes extrêmes au XXe siècle. On peut en tout cas affirmer que la condition faite aux Juifs constitue un bon indicateur de la santé de la démocratie et de nos constitutions politiques à travers le monde. Dans le sillage de cette exposition, nous avons souhaité élargir un peu la thématique pour traiter la question de l'intégration des communautés religieuses dans le monde contemporain, en particulier des communautés musulmanes, et analyser les stratégies et les pratiques des différentes communautés en ce qui concerne leur insertion dans l'espace public, leur visibilité, ce qui interroge bien entendu le rapport entre l'État démocratique et religion, qui interroge le rapport entre nos différentes conceptions de la laïcité, concept qui est lui-même un objet de controverse, en particulier dans le contexte français, le rapport entre les processus de sécularisation et la place du religieux dans nos sociétés plus généralement. Donc pour ce faire, nous avons trois personnes, trois chercheurs et enseignants de l'UNIL pour traiter cette question ce soir. Je vais les présenter. Et ensuite, nous aurons un premier tour de table qui n'est pas ronde comme d'habitude, mais rectangulaire. Et puis, ils réagiront les uns et les autres à leurs propos respectifs. Et ensuite, nous vous passerons la parole pour avoir une discussion plus générale avec la salle. Donc, à ma droite, ici, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Ehrenfreund, qui est historien, professeur à la faculté de théologie et de sciences des religions de l'UNIL, dans le cadre de l'Institut Religion, Culture et Modernité. Jacques Ehrenfreund est en fait spécialiste de l'histoire des Juifs et du judaïsme, qui est l'intitulé de la chaire qu'il occupe à l'UNIL. Et il s'intéresse à la question de la construction des groupes et des identités sociales à l'ère de la nationalisation des sociétés européennes, ainsi qu'au rôle rempli par les héritages religieux dans ce cadre. Il travaille sur les modalités plurielles de sécularisation du judaïsme, en les mettant en perspective avec celles qui opèrent dans d'autres contextes religieux. Il s'est particulièrement intéressé au judaïsme de langue allemande, qui est un très bon laboratoire des modes de pensée, le judaïsme dans la modernité. Et c'est à travers cet angle qu'il s'intéresse plus généralement à la question de l'interaction entre le politique et le religieux, qui est un peu en fait le thème transversal de notre discussion de ce soir. À ma gauche, j'ai le plaisir d'accueillir Monika Salzbrunn, qui est professeure également à la faculté de théologie et de sciences des religions, à l'Institut des sciences sociales des religions contemporaines. Et Monika Salzbrunn prend en fait comme terrain l'espace urbain, donc elle entre sur le terrain religieux à travers l'espace urbain. Elle s'est intéressée notamment à la spectacularisation du religieux et aux messages politiques et religieux sous-jacents dans les parades et les carnavals urbains, par exemple. Elle a travaillé en Europe, mais pas seulement en Europe, puisque ses recherches l'ont amenée également en Afrique du Nord et de l'Ouest, notamment au Sénégal et en Tunisie, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et au Japon. Elle utilise en fait aussi des médiums originaux pour rendre compte de ses résultats, pas uniquement des articles publiés dans des revues à comité de lecture, mais elle utilise aussi le film et les montages audiovisuels pour diffuser ses travaux et engendrer un débat plus large dans l'espace public. Elle s'est intéressée notamment à l'islam, à la visibilité ou invisibilité de l'islam en ville, par le biais des expressions matérielles et immatérielles des pratiques musulmanes au sein de l'espace urbain suisse. L'étude de ces lieux de sociabilité lui ont permis de se pencher sur les appartenances multiples des migrants et des migrantes et de comprendre le travail de création de frontières dans les différentes situations sociales qui impliquent le religieux et le séculier. Ensuite, nous avons Philippe Gonzalez, ici au bout de la table. Philippe Gonzalez est maître d'enseignement et de recherche à la Faculté des sciences sociales et politiques, à l'Institut des sciences sociales. Il est sociologue. Ses travaux portent généralement sur les controverses au sein de l'espace public et notamment sur les enjeux relatifs à la présence publique des religions dans l'espace public qui sont elles-mêmes des vecteurs très importants de controverses. Il aborde des questions de sociologie générale à partir d'une posture ethnographique et socio-sémiotique, qui s'intéresse aux images, aux textes, aux différentes formes d'expression,
et qui appréhendent l'espace public comme un lieu central où sont mises en scène et en sens des mutations politiques ou morales qui travaillent les sociétés contemporaines. Ces recherches et ces enseignements portent notamment sur la mobilisation de la religion à des fins politiques pour armer des guerres culturelles, sur les controverses artistiques, politiques et médiatiques, comme révélateurs des transformations de l'espace public et des valeurs des sociétés contemporaines. Il est également très intéressé à diffuser et à engendrer un débat public sur ces objets de recherche, puisqu'il a mis en place un blog qui s'appelle Sociopublic, qui est dans le courant d'un courant qu'on appelle la sociologie publique, justement, qui vise à donner la sociologie en partage à l'ensemble de la société pour qu'elle puisse s'en emparer afin de développer un sens critique et des débats plus démocratiques. Donc on va commencer par Jacques, si tu veux bien, pour ouvrir cette discussion, sous l'angle d'abord du judaïsme. Merci Alain, bonsoir à tous. Merci de nous accueillir pour ce débat qui, j'espère, sera enrichissant pour tous. Alors ce que je vais essayer de faire dans ma première prise de parole, c'est d'établir quelques éléments d'un constat. Le constat peut s'énoncer de la manière suivante. Pendant très longtemps, on a utilisé la comparaison entre juifs et musulmans pour toutes sortes de finalités. Et ce que je vais essayer de dire, c'est que la comparaison, souvent, est dangereuse si elle est pratiquée plus en termes d'analogie que ce qu'elle doit être en réalité, c'est-à-dire mettre en évidence des analogies, ce que je ferai moi-même tout de suite, mais aussi rappeler quelques différences peut-être, ou quelques singularités qui sont apparentes dans presque tous les cas historiques. Alors, la comparaison entre l'intégration des Juifs au XIXe siècle et les difficultés qu'elle a rencontrées, et ce qui se passe autour des populations musulmanes aujourd'hui dans les différents contextes européens. Cette comparaison-là, c'est instauré, enfin, c'est insinué dans l'espace public beaucoup comme une comparaison évidente. Et ce que je voudrais essayer de faire dans le peu de temps dont je dispose, on va tous parler relativement brièvement dans un premier temps, c'est d'essayer de rappeler les saillances de ce qu'a constitué la situation des Juifs au XIXe siècle, au moment où s'est produit cet événement majeur, c'est-à-dire leur entrée dans les citoyennetés européennes et le contexte dans lequel cette entrée dans les citoyennetés européennes s'est produite, précisément pour qu'on puisse ensuite discuter de en quoi ce qui s'est passé pour cette petite minorité religieuse à ce moment-là est pertinent ou pas complètement, pour comprendre ce à quoi sont confrontés nos concitoyens musulmans aujourd'hui. Alors, quelques rappels historiques véritablement. Quelques rappels historiques qui sont, me semble-t-il, importants pour cadrer la discussion. Les Juifs sont un cas un peu singulier dans l'histoire européenne pour deux raisons principales. Deux raisons qui constituent le cœur du paradoxe. La première est liée à l'ancienneté de leur présence dans l'espace européen. Ancienneté de leur présence, les Juifs arrivent en Europe dans les pas des légions romaines, donc vous voyez que c'est très ancien, et ils sont présents de manière continue dans cet espace européen depuis l'Antiquité et jusqu'à la période contemporaine. Jusqu'au XIXe siècle, le deuxième élément qui caractérise, qui constitue le pôle de cette contradiction en quelque sorte, très grande ancienneté, présence très ancienne, attestée, avérée, et extériorité presque complète à cette société européenne pour une raison qui était une raison religieuse, à savoir que le fondement de ces sociétés européennes, en tous les cas jusqu'au XVIIIe siècle, ça change au XIXe siècle, le fondement politique ou socio-politique de ces sociétés était profondément ramené ou les ramener à leur christianité, à ces sociétés, christianité à laquelle les Juifs étaient étrangers, profondément étrangers. On l'a trop souvent oublié, les Juifs sont, pendant une très longue période qui va du Moyen-Âge à la période moderne, ça changera progressivement à partir du XIXe siècle, les Juifs sont la seule minorité non chrétienne dans cet espace européen, une toute petite minorité, il faut le rappeler. Les chiffres dont il s'agit sont des chiffres
éminemment, presque infini des images, j'ai envie de dire. Bref, une petite minorité, mais devenue quasiment une minorité indigène, même si le terme est devenu extrêmement problématique à utiliser, en tous les cas très anciennement présente dans le territoire, et en même temps extérieure à ce territoire, parce que considérée comme ne participant pas de la vérité commune, de l'espace religieux commun qui s'était divisé entre confessions chrétiennes à partir du XVIe siècle, on s'en rappelle, mais qui tenait à l'écart cette petite minorité pour la raison que, eh bien, il ne relevait pas de cette vérité chrétienne qui fondait l'ordre social commun et l'ordre politique commun. Cette situation-là change radicalement avec la fin du XVIIIe siècle, et c'est ce qu'on appelle ce lent processus. Il faut rappeler que ce processus a mis une centaine d'années pour se réaliser de l'ouest du continent et jusqu'à la partie centrale du continent européen. Cette émancipation des Juifs, d'ailleurs, n'arrivera que très tard dans les parties orientales du continent européen. En Russie, ça ne se produira pas sous les tsars, ça ne sera que la révolution bolchevique qui émancipera les Juifs pour les soumettre à toutes sortes d'autres discriminations que je n'évoquerai pas dans ce bref moment que j'ai pour essayer de vous présenter quelques éléments de cette histoire de l'émancipation. Alors, qu'est-ce que signifie l'émancipation et qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre pour aujourd'hui? Pour le dire très rapidement, l'émancipation désigne la volonté de faire de ces Juifs, qui sont des autres absolus dans la société européenne du Moyen-Âge, d'en faire des citoyens. Et d'en faire des citoyens, c'est-à-dire de leur accorder, de les sortir de cette discrimination dans laquelle ils étaient cantonnés pour des raisons religieuses jusqu'à la fin du XVIIIe siècle en France, jusqu'à la fin du XIXe siècle en Suisse. 1866, c'est cette date qui fait advenir ces Juifs présents en Suisse comme citoyens suisses, au nom d'un projet politique qu'on peut appeler un projet politique libéral. S'il est évident qu'il n'est plus acceptable que les Juifs soient discriminés, s'il faut les rendre égaux aux autres citoyens, c'est au nom d'une idée de la liberté, de l'égalité. En France, on ajoutait, vous le savez, la fraternité, mais en tous les cas, c'est au nom de l'idée de liberté qui fait que l'égalité est essentielle entre les hommes et qu'il n'est plus acceptable que certains soient tenus en marge de la société. Cependant, cet octroi d'une liberté nouvelle, d'un statut nouveau, s'est accompagné également d'une exigence. Une exigence forte qu'on résume généralement dans un adage, celui qui est attribué, enfin qui n'est pas attribué, qui est à reconnaître, enfin ce sont les propos tenus par un député à l'Assemblée nationale française en 1791, au moment où, dans ce contexte-là, au pays voisin de la France, on discute de l'émancipation des Juifs du Royaume de France. On est encore en 1791 dans les premiers temps de la Révolution, donc dans un moment où le royaume existe encore, où il s'agit, nous dit Clermont-Tonnerre, de tout accorder aux Juifs comme citoyens, comme individus, et de tout leur refuser comme nation. Bref, le contrat émancipateur tel qu'il est pensé en France pour la première fois et tel qu'il se décline ensuite dans le reste des pays de l'Europe au XIXe siècle, pour arriver en Suisse relativement tardivement, en 1866, est un contrat qui postule une sorte d'échange. Devenez citoyens comme les autres, disent les émancipateurs, en contrepartie de votre renoncement à constituer un ancien peuple dispersé parmi les nations, mais qui, pendant les longs siècles de sa dispersion, disposait d'institutions relativement autonomes qui permettaient à ce groupe de continuer de faire vivre la loi qu'il affirmait comme étant le cœur de son système
politico-religieux. Donc, vous le voyez, le contrat émancipateur proposé aux Juifs était un contrat qui, d'une part, leur octroyait une égalité inconditionnelle, mais d'un autre côté, exigeait d'eux, attendait d'eux qu'ils fassent l'effort de renoncer à quelque chose qui pouvait compter beaucoup pour eux, à savoir leur appartenance ancienne à quelque chose comme un peuple qui avait été dispersé dans l'histoire de longs siècles auparavant. Ce qui est intéressant dans cette comparaison, et pour ébaucher, je ne veux pas dépasser du temps qui m'est imparti, mais je voudrais en 2-3 minutes évoquer des éléments qui peuvent nous servir à faire ce travail de comparaison avec la situation concernant l'intégration de nos concitoyens musulmans aujourd'hui en Europe. La comparaison est intéressante à plus d'un égard. Et je vais dire peut-être 2-3 mots, à la fois des éléments qui, dans la comparaison, relèvent de la similitude, et des éléments qui peuvent peut-être constituer des éléments importants de différence. Alors, commençons par les analogies, c'est toujours le plus facile. Du côté des analogies, il faut remarquer des similitudes assez impressionnantes entre la façon dont les traditions religieuses juives et musulmanes sont constituées. Parce qu'on a du côté du judaïsme comme de l'islam, on a un ensemble religieux qui met l'accent plus sur la pratique que sur la croyance, que sur la foi, et qui affirme instituer un collectif à travers la loi partagée. Pour l'islam, c'est l'Oumma, c'est-à-dire l'unité des croyants, la nation des croyants, qui a vocation à être universelle. Pour le judaïsme, c'est le petit peuple. Et là, on est du côté de quelque chose qui ressemble, qui nous amène qui nous amène à penser des similitudes entre les deux situations. Chez les musulmans comme chez les juifs, on pense le religieux à travers la pratique plus qu'à travers la foi, et on pense la religion à travers aussi l'institution d'un groupe qui naît en quelque sorte de la loi commune. La différence importante, et c'est celle qu'on oublie un peu, me semble-t-il, quand on fait la comparaison, la différence importante, et puis peut-être que je m'arrêterai là parce que j'aurai l'occasion d'intervenir ensuite dans le débat, la différence importante est que depuis des temps très reculés, la tradition juive s'était constituée comme une tradition minoritaire. Comme une tradition minoritaire, pourquoi ? Eh bien parce que depuis le moment où ces vieilles institutions religieuses avaient été détruites, en gros, pour prendre une date essentielle dans cette histoire, mais qu'il faut comprendre comme une date un peu symbolique, depuis que le temple de Jérusalem avait été détruit au 1er siècle de notre ère, cette tradition religieuse avait conscience qu'elle ne pouvait plus véritablement nulle part être majoritaire. Qu'elle était condamnée depuis ce moment-là à n'être plus qu'une tradition de l'exil, qui avait une chose à faire, c'est à négocier avec le pouvoir politique auquel elle était soumise, à négocier les conditions de son existence. Et depuis le 2e siècle de notre ère à peu près, la littérature qu'on appelle la littérature des sages, en gros le Talmud réfléchit à cette question. Et il a réfléchi à cette question autour d'une formulation qui est une formulation absolument essentielle, qu'on appelle en araméen, mais je vous la traduirai, je vous la cite en araméen, je vous la traduirai, elle est très simple à comprendre. L'affirmation contenue dans la littérature des sages que le dina de malchuta dina, la loi du royaume est la loi. C'est-à-dire que depuis le IIe siècle, les Juifs devenus une minorité dispersée, ne disposant plus d'État pour faire reposer ses aspirations collectives, nationales, reconnaissent la primauté de la loi des États dans lesquels dorénavant ils vivent sur leur loi propre, précisément pour n'avoir pas à renoncer à cette loi propre.
Donc vous voyez une négociation tout à fait singulière et qui est un élément de différence important entre le judaïsme et l'islam, au-delà de cette similarité, de cette analogie, de cette ressemblance entre ces deux religions, pour utiliser un terme qu'il ne faudrait pas utiliser pour parler ni de l'islam ni du judaïsme en réalité, mais pour parler de ces deux traditions qui sont structurées autour de quelque chose comme une loi qui fonde, qui institue un groupe politique. Bon. Alors, juste en deux mots, le contrat émancipateur s'est accompagné dans l'ensemble de l'Europe par une intégration de ces populations juives dans les pays dont ils devenaient des citoyens, une intégration qui était facilitée précisément par le fait que depuis toujours, ils se considéraient comme détenteurs d'une loi qui était secondaire par rapport à la loi des États dans lesquels ils vivaient. Et c'est là peut-être le cœur d'une difficulté que rencontrent nos concitoyens musulmans aujourd'hui. Une partie d'entre eux, il faut se méfier de faire ce qu'on appelle aujourd'hui des amalgames, et c'est vraiment une méfiance extrêmement importante parce que c'est une dérive dans laquelle on peut tomber facilement, mais c'est une difficulté qui est spécifique, en tous les cas, pour une partie des musulmans qui vivent en Europe aujourd'hui, cette difficulté qui est de savoir à quelle allégeance il faut se plier d'abord. Faut-il se soumettre à la loi musulmane comme étant une loi qui ne reconnaît pas d'autre allégeance qu'elle-même, ou comment concilier cette situation dans laquelle se trouvent une partie des Suisses musulmans ou des Européens musulmans. Je connais très mal la situation suisse et on a deux spécialistes autour de cette table qui pourront nous éclairer sur cette question. Mais en tous les cas, c'est une difficulté qui permet de comprendre, de saisir quelque chose comme une difficulté singulière qui se pose aujourd'hui à l'entrée, à une intégration qui est tout à fait souhaitable, bien évidemment, de cette nouvelle religion dans l'espace européen qu'est l'islam ou les islams d'Europe. En résumé, pour conclure, une phrase. Ce qui est très intéressant dans la comparaison, c'est précisément qu'elle nous éclaire. Bon, elle nous éclaire à voir des éléments communs, mais il ne faut jamais s'arrêter dans la comparaison à l'analogie, parce que l'analogie est plus un écran qu'une façon de réfléchir de manière pertinente. Il faut au contraire essayer de regarder les deux termes dans la comparaison, les éléments d'analogie et ceux de différence, et ceux qui constituent des éléments de différenciation. Voilà, je m'arrête peut-être là pour la première intervention. J'ai un petit peu abusé du temps. On a le temps. Merci beaucoup, Jacques. C'est Monique Assasbrun qui va prendre le relais pour nous parler un peu de la situation des musulmans en Suisse, notamment. Oui, bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à Alain pour cette invitation. Je voudrais d'abord rebondir en fait sur cette extraordinaire entreprise de contextualisation qui est vraiment nécessaire. C'est-à-dire, on commet trop souvent l'erreur quand on aborde des questions politiques d'oublier en fait le cours de l'histoire et de ne pas situer la contemporanéité dans un contexte historique et géographique. Donc, j'ai d'abord en fait, même si je suis anthropologue et sociologue, et vous allez le ressentir tout à l'heure, je vais parler surtout du terrain et des expériences vraiment concrètes de pratique. Je vais quand même compléter ce qu'a dit Jacques Ehrenfreund en rappelant la longue présence de musulmans en Europe, qui est très souvent aussi oubliée. On a parlé dans la préparation de cette table ronde de ce terme très problématique de l'Europe judéo-chrétienne. C'est une allégation de 5 siècles de présence musulmane sur la péninsule ibérique. C'est la négation de l'Empire ottoman qui s'est étendu jusque dans les Balkans, avec la conséquence que l'islam tel qu'il se pratique en Europe est un islam aussi marqué par les confréries soufis d'Europe du sud-est, donc notamment les Bektashi, les Naqshbandi, qui sont des confréries très très présentes aussi en Suisse. Donc on a une très très longue présence de ces groupes religieux variés sur le continent européen. Donc c'est la première chose à retenir. Ensuite, bien sûr que dans la construction de la pensée, d'une des pensées musulmanes, il y a une unité.
Mais qui dit pensée pense tout de suite au pluriel. On ne peut pas parler d'une pensée, en fait. On ne peut pas parler d'un groupe. On doit toujours avoir en tête cette diversité des pensées de l'islam et des pratiques de l'islam. Donc il y a autant de définitions de l'islam que de pratiquants. Donc c'est impossible d'avoir un discours représentatif pour une école ou pour une autre. Évidemment, les grandes différences entre les 4 écoles juridiques qui sont importantes à retenir, les différences entre sunnites et chiites, mais à l'intérieur des sunnites, il y a évidemment aussi la présence des confréries musulmanes qui ont un positionnement politique souvent beaucoup plus nuancé que d'autres groupes. Donc la première remarque que j'ai envie de faire, c'est que je ne peux pas parler de l'islam au singulier, en fait. C'est impossible. L'islam au singulier n'existe que dans les livres, et encore, ça dépend de l'auteur de livre, parce que selon la langue, selon l'espace géographique dans lequel le livre a été rédigé, selon le contexte historique et politique, la définition de l'islam au singulier sera différente. Donc, c'est très, très important de retenir ceci. Alors, je viens à l'exemple suisse, qui évidemment qui illustre formidablement sa diversité. Très très peu de personnes savent que les arabophones musulmans en Suisse représentent une moyenne de 7%. 7% des musulmans suisses sont arabophones. Donc ça, c'est la première idée reçue justement à corriger. Donc tous les musulmans ne parlent pas arabe. La langue des prêches en Suisse n'est pas majoritairement l'arabe. C'est le turc, l'albanais, le bosniaque, et j'en passe. Donc en Suisse romande, évidemment, le pourcentage de musulmans arabophones est plus élevé pour des raisons de lien avec les anciennes régions colonisées par la France et donc aussi avec une extension de la langue française, donc le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest. Donc on a 10% de musulmans arabophones, à peu près, si on ajoute le Moyen-Orient, on en peut-être à 13, mais pas plus que 13 en Suisse romande. Donc ça, c'est une chose très très importante parce que il y a souvent aussi des polémiques dans les médias autour de soi-disant prêcheurs qui seraient importés, entre guillemets, par différents groupes. Ça concerne une infime minorité. Parce que la majorité des musulmans de Suisse ne comprend pas ces prêches et ne se rend pas dans ces lieux. Donc ça, c'est aussi très, très important, à mon avis, de retenir ceci. Alors, peut-être pour évoquer cette diversité va de la pratique soufie en lien avec l'extase, la musique, un abandon de soi, une pratique mystique liée à la poésie, d'un côté, qu'on peut trouver chez les Naqshbandis, qu'on peut trouver chez les Mourides, donc originaires de Sénégal, jusqu'à une pratique qui est peut-être très réservée face à une expression musicale, qui a une idéologie un petit peu plus dogmatique et qui prêche en fait d'autres contenus moraux ou éthiques que le premier groupe que j'ai mentionné. Donc vous avez toute la gamme de l'éthique et de la morale que vous avez dans la société tout court. Donc les musulmans ne sont pas moins divers que la société suisse de manière générale. On trouve les mêmes différences aussi chez différents groupes de chrétiens. Donc pourquoi supposer une homogénéité de l'idéologie ou de la pensée au sein des musulmans de Suisse si on est conscient de cette diversité dans la société suisse. Le deuxième élément, ou le troisième élément que j'aimerais évoquer, c'est le paradoxe entre une certaine attente de discrétion, notamment en Suisse, face à l'autre, face aux étrangers notamment qui se rendent en Suisse, et en même temps une exigence d'articulation de la différence en tant qu'interlocuteur politique. C'est-à-dire il y a à la fois cette demande de se rendre invisible, de rester neutre. En France, c'est évidemment encore plus prononcé. Et en même temps, on demande, les politiques cherchent à avoir un interlocuteur unique. Ça, c'est le premier problème, unique et représentatif, et un interlocuteur qui se définit par la religion. Ça pose un autre problème de différence, de décalage entre les personnes représentatives qui se déclarent, qui s'autodéclarent ou qui sont déclarées par autrui comme étant des représentants d'un groupe qui n'en est pas un. Comment représenter un groupe qui n'existe pas ? C'est très compliqué.
Donc il y a des personnes qui se revendiquent être représentants d'un groupe. Il y a des groupes qui se forment, comme l'Union vaudoise des associations musulmanes, mais il y a des endroits ou des associations qui n'adhèrent pas à cette union, notamment la mosquée de Lausanne et la mosquée d'Yverdon. Parce que l'imam de la mosquée de Lausanne estime que c'est lui et sa mosquée qui représente les musulmans du canton de Vaud. Donc là, vous avez déjà une contradiction à résoudre qui est très très compliquée sur le plan de la communication politique. Ensuite, vous avez un décalage entre la représentativité, donc qui est problématique en soi, et le niveau de pratique. À peu près toutes les études sur les musulmans d'Europe convergent à un niveau de 15-18% maximum de pratique. Et pratique régulière, ça signifie se rendre 2 fois par mois dans un lieu de culte. Donc seulement entre 15 et 18% des musulmans de Suisse, les chiffres sont à peu près corroborent avec les travaux de Matteo Giuni. Donc seulement 15% se rendent 2 fois par mois dans un lieu de culte. Alors comment atteindre les 85% ? Justement dans une enquête sociologique, anthropologique, parce que beaucoup d'enquêtes s'arrêtent à l'entretien avec l'imam et le président d'une association. Beaucoup trop de personnes, en fait, reproduisent les discours. C'est très facile, on les trouve sur Internet, souvent. On trouve les vidéos sur Internet. Mais ça ne veut rien dire. Cela donne une idée de la manière dont certaines personnes réclament la représentativité d'un groupe qui n'existe pas. Alors, ce que nous avons fait dans le projet de recherche sur l'islam invisible en ville, que j'ai dirigé, que je dirige toujours, financé par le Fonds national suisse, nous avons abordé la question par une autre manière, en fait. Nous n'avons évidemment pas exclu les lieux de culte, hein, ça serait jeter le bébé avec l'eau du bain, mais nous avons choisi une entrée par le territoire urbain et une entrée par l'événement. Donc nous avons observé un certain nombre d'événements dans l'espace public, au semi-public, dans l'arc lémanique, suisse et français, et nous avons observé comment le référent religieux est articulé ou pas dans ces événements. Et en fait, il est très très absent, ce référent religieux. Il est très absent dans les événements qui ne sont pas définissables ou qui ne sont pas repérables en tant que religieux ou en tant que musulmans, mais même dans les événements qui sont identifiables comme étant religieux, le référent religieux est extrêmement discret. Alors, je termine avec un seul exemple. C'est la dernière fête de l'Aïd, l'Aïd el-Kébir, donc la fête du sacrifice. Eh ben, le seul moment qui avait un lien clair avec la pratique religieuse, c'était la récitation d'une sourate du Coran par l'imam qui a été invité à monter sur scène et à chanter, en fait, une récitation chantée de la sourate du Coran. Et ensuite, on a eu un chanteur de variété musulman de Nice, on a eu un clown pour les enfants, on a eu une pièce de théâtre d'une troupe qui s'appelle Ras Al-Hanout, comme l'épice, comme est dans le couscous, de Bruxelles. Donc en fait, c'est une fête comme certains chrétiens fêtent Noël, c'est-à-dire sans aucun rapport avec le religieux. Une fête de famille où différentes personnes se sont retrouvées, mais où le référent religieux était absent. Et pendant cette fête, il y avait des discours, donc c'était aussi une sorte de vitrine, une sorte de performance en fait de la religiosité ou de l'être musulman, enfin d'une façon d'être musulman, qui était destinée aux élus qui étaient là, donc les élus du Grand Conseil, les municipaux, et c'était une façon en fait de mettre en scène le bon musulman dans un climat politique hostile qui en fait est marqué par une très très forte méfiance, notamment par les sondages récents. 70% des Suisses estiment que l'islam n'est pas compatible, les valeurs de l'islam ne sont pas compatibles avec les valeurs suisses. Donc dans ce contexte-là, en fait, vous avez des groupes qui réagissent, qui sortent de leur discrétion, qui se rendent visibles expressément et qui tiennent un certain discours qui est destiné à des interlocuteurs et interlocutrices politiques. Mais évidemment, là aussi, nous ne sommes pas dans la représentativité, donc nous sommes dans la mise en scène d'une certaine façon d'être qui répond en fait à un contexte politique particulier. Merci beaucoup, Monica. Vous voulez dire qu'en fait, ils font ça pour nous, qu'il y a une partie de cette façon de se présenter qui est par rapport aux autres.
il y a deux, évidemment, il y a toujours deux messages. Il y a une cohésion interne qui est aussi construite à travers un événement. Donc il y a une façon de se retrouver entre personnes de la même... enfin, je peux même pas dire de la même confession parce que c'est pas une confession. On peut pas dire de la même foi parce que selon certains, la foi diverge aussi. Il y en a qui sont considérés comme des mécréants par d'autres. Donc, c'est une façon de faire communauté, hein, de créer un lien à travers la musique, notamment à travers des activités culturelles. Donc, c'est à la fois orienté vers l'interne et vers l'externe. Mais pendant ces événements de l'UVAM, vous trouvez le discours du président de l'UVAM sur Internet, dans son groupe Facebook. C'est un discours qui adressait à la fois la jeunesse de ce même mouvement, mais en même temps aux politiques qui étaient présents. Donc vous avez la municipale de Lausanne, vous avez une pasteur protestante, vous avez quelqu'un qui reçoit le prix, à chaque fois le prix de l'interconnaissance, donc pour honorer une personne qui s'engage pour le dialogue interreligieux. Donc vous avez au premier rang en fait des intellectuels. Enfin, moi j'étais invitée à titre de représentante du monde académique. Donc c'est un discours qui est adressé à l'autre. Et en même temps à l'interne. Mais l'interne varie beaucoup. Alors, je termine sur cette dernière observation, parce qu'on observe cet événement depuis 6 ans. Et tout au début, en fait, il y avait surtout un groupe de folklore albanais qui faisait un carton. En fait, c'est le groupe Elir, qui est très connu dans le monde, enfin, parmi les Albanais de Suisse romande, et qui est un groupe qui joue pendant les mariages, qui joue dans les fêtes de village. La ville de Morges engage aussi un groupe albanais pour la grande table, etc. Et ce groupe a attiré un énorme public albanais, mais dès que le groupe avait fini, les Albanais sont sortis. Donc c'est un événement en fait musical qui en même et la musique est choisie sciemment pour représenter cette diversité. Donc c'est un acte politique très très conscient. Merci Monica pour ces précisions, aussi pour avoir montré l'intérêt de faire des vraies études ethnographiques sur le terrain, des pratiques concrètes des acteurs, et pas se contenter effectivement de préjugés ou de littérature de seconde main. Et Philippe Gonzalez va nous amener encore d'autres éléments concernant certaines formes d'usage du religieux dans l'espace public. Merci beaucoup pour l'invitation. J'aimerais parler d'un phénomène de reconfessionnalisation de l'espace public qui marque la Suisse en ce moment, et en lien précisément avec une minorité. J'aimerais en fait parler des évangéliques, et on va venir à la question de l'islam à partir des évangéliques. J'aimerais juste rappeler quelques chiffres. D'après l'Office fédéral des statistiques, en 2016, ils représentent 1,7% de la population. D'autres études qui ont été notamment réalisées ici à l'Université de Lausanne sont un tout petit peu plus optimistes, parlent de 3% de la population. Donc c'est une minorité religieuse qui en réalité agrège différents courants protestants qui sont d'une part pour l'essentiel catégorisés par une séparation de l'Église et de l'État. Il n'y a pas de financement officiel des cultes évangéliques, même si dans le canton de Vaud ils sont dans une demande de reconnaissance officielle, mais qui n'inclura pas le financement du culte. Mais par ailleurs, c'est une forme de protestantisme qui dépasse les frontières entre Église dite d'État et Église libre. Donc vous retrouvez, y compris dans l'Église réformée vaudoise, vous retrouverez une aile évangélique qui est assez active en fait et qui suscite pas mal de controverses. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a une forme de rapport ambigu chez ces chrétiens à l'égard du caractère chrétien de la nation. Je vais m'expliquer là-dessus. Il y a 20 ans, vous seriez allé dans une église évangélique et vous auriez dit que la Suisse était un pays chrétien, on vous aurait rionné. Rionné parce qu'on vous aurait dit non, la Suisse a beaucoup de protestants et de catholiques, et peut-être que parmi ceux-là, il y a des vrais chrétiens. Pour montrer un élément assez important, c'est que le caractère chrétien de la Suisse a varié dans la conception des évangéliques, qui aujourd'hui, en fait, sont en train de revendiquer dans l'espace public ces valeurs chrétiennes et sont en train de reconfessionnaliser un certain nombre de symboles qui de fait, sont des marques qu'a laissé le christianisme dans nos sociétés. Alors, parmi les marqueurs qui vont revendiquer, c'est tout d'abord, et j'y reviendrai, le préambule de notre Constitution, au nom du Dieu Tout-Puissant. C'est ensuite la croix sur le drapeau, c'est la croix également sur la pièce de 5 francs. Je n'invente rien, c'est-à-dire je suis en train de vous donner des exemples qui sont souvent cités dans ces milieux.
dans lesquels j'ai fait de l'ethnographie. Donc, à la fois, on a une minorité religieuse, une minorité qui finalement, jusque dans les années, on va dire, 80, était une minorité assez silencieuse, mais qui, en raison de la sécularisation, d'une part, du fait que la culture chrétienne est de moins en moins prégnante, les gens sont de moins en moins socialisés sur le plan religieux, vont devenir de plus en plus affirmatifs quant à ces valeurs, parce qu'ils vont avoir l'impression que la symbiose qui fonctionnait jusqu'à dans les années 80 avec les réformés s'occupant de christianiser la culture et eux s'occupant de sauver les âmes, cette symbiose ne marche plus. Elle ne marche plus, ce qui veut dire qu'il faut être présent dans l'espace public. Il y a également une concurrence avec les réformés. Et cette présence va donner lieu à un discours extrêmement fort sur l'engagement chrétien dans la cité, mais en regard d'une alliance que Dieu aurait contractée avec la Suisse, notamment lors de la fondation de la Suisse en 1291. Donc il y a une sorte de théologie politique qui va se mettre en place, qui va viser à fortement rechristianiser les contenus religieux et qui va aussi pousser certains partis évangéliques qui sont ultra minoritaires en Suisse, on le sait. Je pense à 2 partis évangéliques, l'UDF, l'Union démocratique fédérale, qui a aujourd'hui un siège, qui n'a plus de siège, sauf erreur, au Parlement, mais qui, dans les années 90 et 2000, en comptait 2. Et puis le parti évangélique, qui est plutôt de centre-gauche. J'aimerais revenir maintenant à la façon dont ce mouvement en fait, de mobilisation des évangéliques a produit l'une des initiatives fédérales qui nous a beaucoup occupés sur la question de l'islam il y a quelques années. En septembre 2002, un an après les événements du 11 septembre, un député du national, Christian Waber, un député UDF, va interpeller le Conseil fédéral avec une motion qui s'intitule « L'islam en dehors de notre Constitution ». Et j'aimerais vous lire quelques extraits de son interpellation qui sont tout à fait significatifs. Aujourd'hui, environ 300 000 personnes de confession islamique vivent en Suisse. L'exigence d'une meilleure intégration concerne aussi nos lois. Les musulmans qui vivent chez nous demandent de plus en plus une reconnaissance de l'État ainsi que des réglementations particulières. Quelle est la position du Conseil fédéral par rapport aux questions suivantes ? 1. La liberté de religion et de croyance est un des points essentiels de notre Constitution. Le préambule de notre Constitution, au nom du Dieu Tout-Puissant, et notre culture occidentale chrétienne, qui détermine et façonne nos lois et nos mœurs, sont-ils également valables pour les musulmans qui vivent dans notre pays et dans notre société ? Et le point 2 est particulièrement intéressant. Donc vous voyez que déjà, la première opération, ça consiste à reconfessionnaliser l'interpellation, l'invocation au nom du Dieu Tout-Puissant. Je vais revenir là-dessus. Et le second point, en fait, de l'interpellation est très éloquent. De par son idéologie, l'islam n'est pas pacifique et ne s'adapte pas aux habitudes des autres. Selon le Coran, le but de la religion et de l'idéologie islamique est une constante islamisation de notre société. Quelle est la position du Conseil fédéral par rapport à la disposition islamique à la violence et à sa pratique à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays qui exige la mort des chrétiens et des juifs ? Donc, ce qu'on a là, en fait, c'est une opération qui vise à défaire l'opération libérale de constitution en fait, d'une nation qui permet à des communautés de différentes conceptions, de différentes cultures, de cohabiter. Ici, on a une reconfessionnalisation qui vise à limiter l'extension possible, en fait, pour la nation, d'intégration des collectivités qui sont diverses. La réponse du Conseil fédéral va être remarquablement libérale. Elle va dire très simplement que le préambule de la Constitution n'est pas une confession de foi, c'est simplement une formule métaphorique pour dire que le politique, que des éléments du vécu dépassent la dimension politique, que le politique ne dit pas le tout de l'existence humaine. Malheureusement, ce même député, Christian Waber, va être une des chevilles ouvrières du comité d'Egerkingen qui va nous donner en fait une initiative anti-minaret qui, elle, va être soumise au peuple avec des arguments qui sont tout à fait similaires. Ces arguments, on le sait, vont emporter l'adhésion populaire en novembre 2009. Mais simplement, j'aimerais vous donner la réaction de 3 organes évangéliques à cette initiative
parce que le parti évangélique, pardon, l'UDF, l'Union démocratique fédérale, c'est l'extrême droite évangélique. Mais j'aimerais juste vous montrer la réaction ambiguë d'organismes représentatifs des évangéliques en Suisse. Tout d'abord, le réseau évangélique suisse, donc la partie francophone, va produire un argumentaire de base libérale en faveur, en fait, des minarets. Mais ils vont rencontrer des problèmes assez importants avec leur base, qui ne sera pas d'accord de faire cette lecture libérale et qui va vouloir une lecture reconfessionnalisée. L'équivalent alémanique du réseau évangélique, lui, en Noël 2007, va se poser en médiateur, va proposer ses services comme médiateur auprès des communautés musulmanes en disant « si les musulmans sont d'accord de renoncer au minaret en Suisse, alors on veut bien organiser une médiation avec les initiants. » Donc en gros, c'est « vous bastez avant même qu'on ait voté sur l'objet ». Et là, les communautés musulmanes vont dire « non merci, on n'a pas besoin de médiation des évangéliques, d'autant plus que vous n'êtes jamais présents dans le dialogue interreligieux. » Et la troisième réaction, c'est le parti évangélique, qui se situe au centre-gauche. Et eux, juste après les votations, en mars 2010, ils vont proposer d'inscrire dans la Constitution le fait que la Suisse se prévaut de ses traditions chrétiennes et de son héritage chrétien. Donc, c'est inscrire dans la Constitution, confessionnaliser le politique, si vous le voulez. J'en viens à une question d'actualité. Il y a quelques semaines, le PDC commandait un sondage sur les valeurs chrétiennes et sur la possibilité de reconnaître l'islam en Suisse. Et l'opération n'est pas simplement une opération de sondage, c'est une opération politique qui, de fait, est en train d'acter cette reconfessionnalisation. On se souvient que le PDC, dans les années 2000, en fait, s'interrogeait sur le statut du C, de son C de chrétien. Et ils ont même envisagé de le mettre à la poubelle. Il semble qu'aujourd'hui, le PDC est très intéressé par cette petite particule, parce que le travail de reconfessionnalisation de l'espace public, qui a été lancé notamment par des activistes extrémistes du côté évangélique, est en train de prendre dans notre société. Et le paradoxe de notre société, c'est qu'elle n'a jamais été aussi sécularisée sur le plan de la pratique religieuse, mais que les valeurs dites judéo-chrétiennes n'ont jamais joué un rôle aussi important dans le cadrage des problèmes publics. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. Je ne sais pas si, avant qu'on entame la discussion générale, il y a une réaction, peut-être Jacques, tu voulais réagir sur la question de la représentation aussi. Alors peut-être qu'on fait un premier moment de débat entre nous, de réaction à vos deux exposés. Très intéressant, évidemment, et que je voudrais éclairer peut-être par quelques remarques à la fois que j'adresse à la fois à Monica et puis à Philippe. Je vais commencer peut-être par Philippe, parce que j'ai en tête ce que je viens d'entendre. Et c'est très intéressant, évidemment, cette reconfessionnalisation de l'espace public que tu nous présentes, et qui est très inquiétante, évidemment, parce que ce qui caractérise le moment émancipateur, c'est une tentative de neutraliser l'espace public en termes confessionnels. C'est-à-dire que ce qui permet d'intégrer les différentes composantes d'une nation qui désormais se définit politiquement, la condition de la définition de cette nation politique, c'est qu'il y ait dans l'espace public une neutralité qui permet à chacun d'y trouver sa place. Et indéniablement, c'est un élément extrêmement important. Mais alors, je connais très mal ce que tu viens de nous présenter, mais je voudrais le recontextualiser de manière un peu plus large. C'est-à-dire que depuis 1979, existe un État, l'Iran, qui se définit comme république islamique, c'est-à-dire qui a explicitement énoncé sa volonté de faire de l'islam le fondement de l'ordre social. Et puis, à la suite de cette première tentative explicite iranienne, toute une série d'autres États ont repris exactement cette volonté, et le problème, c'est qu'ils ne se sont pas arrêtés là, mais ils ont mis en marche ce qu'on appelle l'islam politique, qui est une tentative de, exactement comme le font les évangéliques en Suisse, que tu viens de nous décrire, sauf que souvent l'islam politique le fait par d'autres moyens, beaucoup moins pacifiques. Et alors là, je tiens à dire tout de suite, évidemment, il s'agit
d'une partie de l'islam politique, et donc surtout pas, et je suis très sensible à ce qu'a dit Monica, évidemment, c'est un groupe qui n'existe pas. Alors oui, c'est un groupe qui n'existe pas parce qu'il est scindé en une infinité de sous-groupes, mais que parmi ces sous-groupes, il y en a un qui est particulièrement actif et dont le monde arabe dans un premier temps, une grande partie des sociétés arabes, et puis depuis, alors 2001 est un bon marqueur, depuis 2001, une partie des sociétés européennes ont eu à affronter des opérations terriblement violentes venant de cette partie de l'islam qu'on appelle l'islam politique et qui agit véritablement. Depuis, alors ces dernières années, c'est devenu un islam politique qui agit dans l'espace européen très explicitement. Alors en Suisse, on en a, grâce à Dieu, ou je ne sais pas grâce à qui, été préservé. Nos voisins français l'ont beaucoup moins été. Nos voisins belges, tout aussi peu préservés. Enfin, bref, il y a, pour compliquer notre discussion, pour compliquer la situation à laquelle on se confronte, mais il me semble qu'il ne faut pas ne pas regarder cette difficulté-là. Il y a cet acteur nouveau, qui est un acteur terrible, dont l'intention est véritablement de ne pas permettre cette déconfessionnalisation de l'espace social. Alors tout de suite, je tiens à le dire, bien évidemment qu'il ne faut pas tomber dans le piège de cet islam politique. L'un des pièges qu'il nous tend, c'est peut-être le plus dangereux, c'est qu'il vise à attirer à lui l'ensemble de ce groupe qui n'existe pas, que tu nous décris comme un groupe non existant, et je vois tout à fait en quoi il est des groupes et pas un groupe. L'intention de cet islam politique, et c'est pour ça que cette intention est terriblement dangereuse, c'est qu'elle tente de scinder la nation en attirant à lui, ce groupe, les parties de cet islam qui sont, elles, complètement intégrées dans les sociétés européennes, dans les sociétés politiques européennes, et qui constituent en quelque sorte l'enjeu de cette terrible polémique. Alors, juste, et puis je m'arrête là, je ne veux pas parler trop longtemps, juste ce qui est tout à fait... Et là, dans la comparaison, c'est une occasion pour moi de redire quelques éléments de comparaison avec la situation des Juifs au XIXe siècle, parce que dans cette comparaison, évidemment, on a à l'arrière de la tête quelque chose de terrible, parce que l'histoire des Juifs au XIXe siècle se termine très mal en Europe. Bon. Se termine très mal en Europe, puisque vous le savez, au cœur de l'histoire de ce continent européen, 2/3 de la population juive qui est présente en 1939 en Europe ne sera plus présente en 1945, simplement parce qu'elle a été exterminée. Donc, dans cette comparaison, il faut bien évidemment tout faire pour que la violence sorte de l'espace public le plus radicalement possible, mais dans la situation dans laquelle nous sommes, face à... Il me semble qu'il est très important de ne pas sous-estimer l'agression venant d'une toute petite partie de l'islam, mais extrêmement militante, vindicative et très activiste, qui risque de d'ébranler une partie de notre ordre politique et social. Oui, j'aimerais réagir à ça en complétant justement ce constat par un autre groupe pour qui c'est un grand danger, les musulmans eux-mêmes, la majorité des musulmans. Donc ce qu'il faut préciser, c'est que les premiers ennemis de ces groupes que tu mentionnes sont les musulmans. Les actes terroristes, que ce soit en Afghanistan, au Pakistan, au Proche-Orient, en Irak notamment, en Syrie, font d'abord des victimes musulmanes. C'est-à-dire la tragédie européenne le 11 septembre, c'est innombrable, mais par rapport à ce que vivent les Irakiens et les Syriens au quotidien, et qui est en fait le résultat aussi d'une guerre intra-religieuse, entre autres, pas seulement, bien sûr, surtout pas le réduire à ça, surtout pas. L'Afghanistan, c'est pareil, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alessandro Manzotti pourrait en parler beaucoup mieux que moi. Mais le fait est que le premier groupe des victimes du terrorisme commis au nom de l'islam sont les musulmans, en fait. Donc, en fait, on est dans le même bateau, si tu veux, je pense,
enfin, entre je veux dire, les personnes qui sont menacées parce que considérées comme des mécréants par des personnes qui commettent des actes de violence au nom de l'islam sont autant visées que des musulmans considérés comme mécréants. Hein. Donc, et ça pose d'ailleurs un problème aussi de pratique. Comment atteindre ces personnes parce que le premier souci des représentants de l'islam en Suisse, c'est d'atteindre ces personnes et de les empêcher de devenir violents. Sauf que le divorce est presque consommé, c'est ça le véritable problème. C'est-à-dire c'est pas un divorce entre musulmans et chrétiens, c'est un divorce à l'intérieur des musulmans. Et ça, c'est le vrai problème, parce que on peut plus les atteindre par des activités destinées à la jeunesse, on ne peut plus les atteindre par une interprétation libérale, une manière de repenser l'islam, etc. Il y a d'autres filières de recrutement face auxquelles et les musulmans et les non-musulmans sont impuissants. Philippe ? J'aimerais réagir un petit peu à un élément de ton exposé, Jacques, qui résonne très fort, c'est lorsque tu citais ce député français en 1791, tout accorder aux Juifs comme citoyens et tout leur refuser en tant que nation. Et là, on a une contradiction essentielle du libéralisme, je crois. Une contradiction parce qu'on a attribution de droits individuels et disparition en fait d'entités collectives. Et je pense que cette contradiction est encore celle sur laquelle nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Nos conceptions de l'espace public sont des conceptions qui neutralisent, mais voire qui invisibilisent en fait les appartenances, des appartenances qui peuvent être denses. Nous essayons encore de trouver un équilibre. Et l'une des difficultés que nous avons, c'est qu'on a des traditions religieuses, on a certains courants dans des traditions religieuses qui ont une conception extrêmement dense de ce que c'est le bien commun, une conception qu'ils ne sont pas d'accord de négocier. Ils ne sont pas d'accord de la négocier dans certains cas, soit par des voies... alors, ils veulent bien en fait entrer en politique, mais ils ne veulent pas négocier sur ces questions-là. Et dans d'autres cas, ils recourent à la violence quasiment physique pour ne pas avoir à négocier sur ces enjeux. Donc le problème qu'on a, c'est qu'on a, avec la sécularisation, des communautés religieuses qui demeurent, ou des traditions qui demeurent, mais dont certaines poches en fait se radicalisent et sont en train de mettre à mal un libéralisme qui lui-même en fait comporte déjà des contradictions qui sont difficiles. Et je pense que ça, c'est le défi pour un nouveau libéralisme aujourd'hui. C'est comment être capable d'absorber des caractéristiques communautaires qui sont denses, tout en les ouvrant au débat, à la discussion, et pour leur permettre d'entrer dans la composition d'un bien commun. C'est ça. Je peux dire un mot là-dessus. Alors, je pense que le contrat émancipateur, si on le regarde un peu précisément, il ne visait pas à faire disparaître complètement de l'espace public les éléments de constitution des anciennes communautés. La meilleure preuve, si on prend le cas des Juifs, ce à quoi on leur demandait de renoncer, c'était à l'autonomie juridique de ces communautés. Les communautés continuaient d'exister, sauf qu'elles n'avaient pas, et c'est très important, elles perdaient leur capacité à imposer à leurs membres la loi juive. Et ça a permis quelque chose de tout à fait fondamental dans l'histoire du judaïsme en Europe au XIXe siècle, sa pluralisation interne extrême. C'est-à-dire que, à partir du début du XIXe siècle en France, on pouvait, pour être concret, pour vous parler de choses concrètes, on pouvait continuer à se dire membre d'une communauté juive, à se définir soi-même comme juif, mais à envoyer bouler le rabbin quand il vous disait arrêtez de manger ceci ou respectez ces prescriptions religieuses là. On pouvait être juif comme on l'entendait. Bon. Mais on pouvait ça pourquoi ? On pouvait ça parce que se mettait en place au XIXe siècle, et je vais aller tout à fait dans ton sens, mais peut-être dire les choses un peu différemment, on était enjoint au XIXe siècle à rejoindre une communauté qui affirmait sa primauté sur les autres, qui était la communauté nationale. Et cette communauté nationale offrait à l'individu quelque chose d'incroyable, une chose à laquelle les Juifs ont massivement adhéré. Elle leur offrait la sécurité, elle leur offrait le respect de leur liberté de conscience.
Et moi, je crois que, alors c'est pour ça que je pense que je te rejoins sur ce point, la question qui concerne les sociétés libérales en crise en Europe aujourd'hui, et c'est pour ça que là, je suis d'accord avec tous les deux, la crise de ces sociétés libérales, l'islamisme ne fait que la mettre en évidence, elle n'est pas la cause de cette crise. L'islamisme ne fait que la mettre en évidence, mais la crise est liée au fait que nos sociétés libérales ne savent plus sur quoi faire reposer ce qui fait de nous une communauté nationale. Et donc, il faut inverser il faut vraiment, je voudrais être très clair là-dessus, bien sûr que l'arrivée d'un islam politique en Europe n'est pas tout seul à même de mettre à bas les sociétés européennes, c'est ridicule de le penser. Par contre, l'arrivée de l'islamisme en Europe, il intervient à un moment, et c'est sans doute ce que les islamistes eux-mêmes ont compris, il intervient à un moment où ces sociétés européennes sont face à une difficulté sans précédent de savoir ce qui fait d'elles des corps politiques. Et que c'est dans cette espèce d'interstice que l'islamisme a mis un pied dans la porte et menace l'édifice. Alors, moi, je suis historien, donc je suis responsable du passé. L'avenir, c'est plus vous qui pouvez le prédire, même si les sciences sociales y ont un peu renoncé. Mais disons, ce qui est tout à fait intéressant, c'est en fait de voir comment cet islam politique met en évidence une vacuité, une espèce de vide dans la façon dont on définit les démocraties européennes aujourd'hui. Bref, il est plus l'illustration de la crise que la cause de la crise, bien évidemment. Je suis entièrement d'accord avec toi, Jacques, sur ce constat de la... Mais, justement, mais, toujours un mais. Mais ce que je voudrais souligner, c'est justement le paradoxe entre d'un côté une prise de conscience pour le fait que l'islam appartient autant que le judaïsme, les musulmans appartiennent autant que les juifs à l'Europe. C'est un constat qu'on entend n'importe quel chef d'État, à part peut-être certains qui sont en ce moment en Hongrie ou qui risquent de changer. Mais le président allemand a déclaré que les musulmans font partie de l'Europe, de l'Allemagne, le président français. Donc, tout en souffrant de cet islamisme politique, il y a une prise de conscience qui est une chance, en fait, de se rendre compte de la richesse de cette diversité. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas alimenter le fossé entre l'islam et les autres, dans la mesure où l'islamisme politique, c'est une idéologie violente qui menace tout le monde. Et vraiment, je voudrais vraiment qu'on retienne ça, parce que les musulmans libéraux sont autant que toi en péril par rapport à leur façon de penser, à leur façon de pratiquer ou pas. C'est aussi un droit de ne pas pratiquer, qui est menacé par ce type d'idéologie politique. Donc c'est important de souligner, et ça c'est un mot que j'avais prévu de dire aussi, les processus d'incorporation mutuelle. Moi je suis contre le mot d'intégration pour la raison suivante. Il a souvent été utilisé à tort et à travers, et notamment utilisé de façon hégémonique par des personnes qui ont le pouvoir de décision de ce que c'est l'entité vers laquelle un autre ou une autre doit s'intégrer, et de telle manière. C'est nier l'apport de la richesse de la migration au cours des milliers d'années pour les pratiques culturelles, pour les partis culturels, pour les pratiques politiques de toutes les sociétés. Donc, nous sommes dans un processus d'incorporation mutuelle. Nous avons plein de pratiques qui sont liées à l'apport de l'islam autant que du judaïsme, que ce soit des pratiques alimentaires. Le premier plat mangé en France, c'est le couscous. Le premier plat britannique, c'est le chicken tikka masala. Donc, c'est des petits exemples de pratiques alimentaires, mais qui ne font que refléter l'apport et l'influence d'autrui sur nos sociétés. Donc, je pense que ça serait important de ramener le débat à une atteinte par des fondamentalismes, une atteinte à notre démocratie, une atteinte qu'on trouve aujourd'hui dans l'extrême droite, l'extrême droite allemande qui est en train de croître, qui était en sommeil pendant des décennies et qui tout d'un coup s'engouffre aussi, comme les partis évangéliques que Philippe a mentionné, dans un vide
Hein, donc, pour moi, c'est ça la réelle menace. C'est l'extrême droite qui a pour objectif de démanteler la démocratie. Enfin, c'est l'objectif annoncé, c'est d'abolir la démocratie pour mieux régner, grâce à la démocratie. Donc, nous avons plusieurs ennemis en commun et nous avons plusieurs opposants en commun, au-delà justement de ces assignations religieuses. Je peux me permettre un mot encore, juste pour te suivre sur cette question de qui menace les islamistes. Et tu dis, et pour moi c'est un procédé rhétorique, mais il est important de voir ce qu'il y a derrière. Tu as tout à fait raison de dire que quantitativement, les premières victimes de l'islamisme politique sont des musulmans, il n'y a aucun doute. Mais je pense qu'il ne faut pas que c'est tomber dans le piège des islamistes de séparer les victimes de l'islamisme radical. Ce que vise l'islamisme radical, c'est le système qui fonde l'association politique sur l'égalité entre les membres. C'est ça qui est menacé. Donc, de ce point de vue-là, c'est inutile de faire une séparation. C'est-à-dire, le danger dans la présentation des musulmans comme première victime de l'islamisme, ce qui est objectivement vrai, c'est de rappeler que ce qui est visé, c'est l'organisation politique de la société, le fondement politique de la société. Et de ce point de vue, nous sommes, les sociétés dites politiques, démocratiques, les premiers visés par cette affaire-là. Le contexte est quand même un peu différent dans des sociétés qui sont des dictatures. Et contre lesquels, à l'intérieur desquels l'islamisme joue parfois un rôle d'opposition politique, si tu veux. Donc, moi, je trouverais positif qu'on tombe d'accord sur le fait que ce que vise l'islamisme, et c'est pour ça que il faut surtout bien distinguer l'ennemi. C'est-à-dire, ça nous met du même côté que l'ensemble des gens dans la société qui sont d'accord sur le fait que c'est politiquement qu'il faut fonder l'ordre social, que l'ordre religieux ne peut pas doit d'une certaine manière être secondaire par rapport à ce qui fonde l'ordre social et qui est politique. Peut-être Philippe, une dernière intervention, puis ensuite on ouvre la discussion avec la salle. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu avances, Jacques, mais j'aimerais avancer que la menace ne vient pas simplement de courants fondamentalistes religieux. Elle vient aussi de certains partis politiques qui sont en train de mettre à mal, véritablement, le cadre libéral dans lequel ont été pensées nos démocraties au sortir du 19e, qui étaient des démocraties qui ont été marquées, notamment en Suisse, par le Kulturkampf, c'est-à-dire la guerre des religions, qui a dû mettre à une égale distance les deux confessions, même si elle a momentanément discriminé le catholicisme en Suisse. Donc c'est cet ordre qui dit que les options de vie, les orientations relatives à un bien commun très substantiel doivent être relativisées pour qu'on entre dans un processus où la communauté politique est suffisamment souple pour pouvoir accueillir en son sein des communautés d'une extrême diversité. Et on est d'accord que tant que les membres de ces communautés demeurent au sein à la fois du droit et de l'ordre public, ça marche, ça peut marcher, c'est ça. Donc je pense que le problème est un problème politico-religieux, mais si on requalifie religieux d'une conception arrêtée du bien commun qui produit l'exclusion en amont. C'est ça. Voilà. On est d'accord. Bien, c'est le moment d'ouvrir le débat avec la salle. Qui souhaite faire un commentaire, poser une question? Moi, j'aimerais briser petitement sur rapport à la laïcité, profiter de toutes les occasions. Tu peux peut-être juste prendre le micro, comme ça, tu seras enregistré sur le... Pour dire que peut-être la solution à toutes ces dissensions et tous ces problèmes, ça s'appelle la laïcité, c'est assez simple. Or, dans le canton de Vaud, on va vers le contraire, on va vers une loi de reconnaissance des religions. Or, comme Monica l'a dit très très bien, ce groupe, l'islam, n'existe pas. Donc, comment reconnaître une religion qui n'existe pas? C'est le meilleur moyen de l'assécher, d'assécher ses différences, d'assécher sa grande diversité en, justement, exigeant d'elle qu'elle s'unisse, qu'elle ne parle que d'une seule voix pour pouvoir être reconnue.
Or, la laïcité permet précisément aux religions de fleurir dans toute leur diversité sans qu'on aille les surveiller, sauf s'il y a matière de police à le faire. Hein. S'il y a un danger, bien sûr, la police le fait. Donc l'État ne devrait pas s'occuper, au fond, des religions et devrait les laisser vivre sans surveillance et sans reconnaissance particulière. Voilà. Alors ça, c'est un point central dans le débat, évidemment. Bon, on peut se demander si l'insistance sur le concept de laïcité dans le contexte français n'est pas contre-productif. On a l'impression que plus on l'invoque, plus il est contre-productif par rapport aux communautés religieuses concernées. Mais je ne sais pas, Philippe, tu veux répondre à cette part? Ouais. Alors, on est passé d'une configuration historique dans les rapports entre État et religion qui était celle du monopole. Avec le système biconfessionnel, on est passé à 2 monopoles. Et puis, avec la nouvelle constitution vaudoise, on a une forme de pluralisme restreint qui a été acté. La communauté juive fait partie en fait, des communautés reconnues, même si elle n'est pas financée directement. Et puis, ce cadre de figure permet de reconnaître d'autres communautés. Il y a actuellement les évangéliques qui ont déposé une demande et l'UVAM. Donc, c'est une demande qui émane en fait des autorités musulmanes elles-mêmes. Alors, si on dérégule complètement la sphère religieuse, qu'est-ce que ça produit? Ça produit un marché. Et un marché qui est complètement dérégulé, ça s'appelle un modèle ultralibéral de circulation des contenus religieux. À partir du moment où c'est complètement dérégulé, en fait, n'importe quoi peut circuler. Et qui sont aujourd'hui les plus grands financeurs d'idéologie religieuse? C'est la Californie, avec son pétrole, et c'est l'Arabie Saoudite, ou le Qatar, avec son pétrole. Et on voit très bien le genre d'idéologie qu'ils sont en train de financer. Donc, s'il y a un élément en fait, d'acclimatation locale pour réguler des flux transnationaux de contenus religieux, ça s'appelle la régulation étatique, qui est précisément l'emprise... qui est précisément... Non, parce qu'avec une éducation, en fait, vous pouvez... Alors, oui, parlons d'éducation. Parlons de formation, en fait. Parlons d'éducation des responsables religieux. Comment une petite communauté albanaise va former un imam alors que ça coûte extrêmement cher? Elle n'a même pas l'argent, en fait, pour le payer, pour exercer son métier au fil de la semaine. Donc, si vous voulez former des élites, il faut soit que votre communauté soit extrêmement riche, et si elle ne l'est pas, peut-être qu'il y a un voisin, en fait, dans un autre pays qui est extrêmement riche et qui va vous dire que son imam est super intéressant, soit vous avez une régulation étatique. Donc voilà, moi l'argument que je fais, c'est si vous voulez déréguler la sphère religieuse, je suis d'accord, mais alors signez un moratoire pour déréguler complètement l'économie. Oui. Enfin, je voudrais te répondre aussi. Nadine, est-ce que je peux aussi te répondre et après Je suis favorable à la laïcité, il n'y a aucun souci. Non mais écoutez, pas du tout. Vous venez de dire que si on faisait ça, ce serait la porte ouverte à la Californie, à l'Arabie Saoudite, et comme si la Californie et l'Arabie Saoudite n'étaient pas déjà ici, malgré que nous n'avons pas la laïcité en Suisse. Or, ça n'empêchera jamais la reconnaissance telle que vous la voulez, politique, elle n'empêchera jamais qu'un imam soit apprécié des jeunes parce qu'il est plus ceci ou plus cela que l'imam officiel, que l'imam financé. Les religions sont tellement, comment dire, rebelles, enfin il y a quelque chose de rebelle dans les religions, vous n'allez jamais pouvoir canaliser. D'ailleurs on le voit, enfin... Je trouve c'est étrange cette volonté à la fois, qu'il y a un paradoxe à la fois, Monica nous parle de cette immense diversité, de cette chose absolument foisonnante et rebelle, et avec des événements, avec de la musique et tout, et puis en même temps cette volonté-là du politique de canaliser, de attention, puis on va mettre la police, puis on va surveiller, puis on va leur donner de l'argent pour que ce soit le gentil imam qui soit formé, etc. Voilà, il y a un paradoxe là auquel vous ne répondez pas. Merci Nadine. J'aimerais dire 2 choses parce que j'ai écrit sur la laïcité à la française. J'ai publié un article sur le débat qui ont précédé l'interdiction de porter la burqa en France, donc, et les conséquences justement de ce débat et la manière dont le débat a été mené. Donc il y a 2 choses que je voudrais dire. En fait, la première chose, c'est une citation de Marcel Grandjean. Sur les catholiques dans le canton de Vaud. Le bâtiment où se célèbre le culte n'aura ni clocher, ni cloche, ni aucun autre signe extérieur de sa destination.
Cette destination, si elle doit être indiquée, le sera par une simple inscription conçue en ces termes, quelle que soit la dimension de l'édifice, chapelle du culte. Donc en fait, l'église du Valentin a été construite en 1832-35, et si vous regardez bien, si vous n'avez pas encore remarqué, la tour en fait date de 1933 et les cloches de 1949. Donc il y a une histoire en fait de méfiance, de peur en fait de la présence sonore d'autrui, la présence visuelle d'autrui et la présence sonore d'autrui dans l'espace public. Donc on retrouve cette méfiance évidemment maintenant, notamment dans le quartier Sougar où il y a un projet d'extension de la mosquée qui pour l'instant a cette plaque extrêmement discrète justement mosquée Lausanne. Si on ne sait pas, on pense que c'est un atelier de carrosserie comme c'était autrefois. Donc parce que la façade a été conservée. Donc on est dans une espèce de peur, de paranoïa, je pense, qui peut devenir dangereuse et qui peut produire l'inverse de ce qu'on intentionne. Et l'exemple est là, évidemment, pas de débat sur l'islam et le judaïsme sans le couvre-chef, donc on revient à la question du voile. Le port du niqab, donc du voile intégral, a explosé après l'interdiction de la soi-disant burqa, qui n'existe quasiment pas en France, c'est un habit afghan, parce qu'il y avait une contre-réaction, une rébellion, donc le terme est tout à fait juste, contre cette loi qui a été fondée sur un regard colonial de mission civilisatrice. Et dans l'article qui est paru dans le bouquin de Sylvia Neff et Aline Schlepfer et autres sur le voile, on peut retrouver ne serait-ce que les sous-titres du rapport Guérin qui témoignent de ce mépris total pour l'autre et de cette vision hégémonique sur l'autre. Donc je pense que l'intention de calmer justement ces esprits, elle peut être atteinte si on les respecte d'abord, si on les prend au sérieux et si on entre dans un dialogue au lieu d'écraser en fait par une rhétorique qui alimente ces peurs. Le problème. Donc il y a un extraordinaire reportage qui a été mené aussi sur les motifs de ces femmes de porter le niqab, et le premier motif c'est la réaction au rapport Guérin. C'est vraiment le premier. Donc oui, alors ça c'est un autre problème. Oui, ça c'est un autre problème. Mais si tu veux, non, alors je te parle de mes enquêtes pour lesquelles je peux cautionner. L'interdiction du niqab n'a rien à voir avec la laïcité, on est bien d'accord. C'est pas la laïcité, c'est autre chose. Oui, mais le problème commun, si tu veux, c'est une espèce de création, de production de problèmes. On produit un problème politique pour dévier l'attention. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est la considération de l'autre. C'est-à-dire, on a 10 personnes qui portent le voile intégral et on pénalise 10 000 avec ces assignations identitaires. Pour l'interdiction du voile intégral, c'est évident, mais c'est à côté, ça n'a rien à voir avec la laïcité. Non, mais ce qui est problématique... Qui sont liés peut-être à l'égalité entre les hommes et les femmes, qui sont liés à une valeur importante pour nous, qui est l'égalité homme-femme. Mais ce n'est pas la laïcité, juste. Non, mais la laïcité n'est pas anti-liberté. Ce qui est problématique, c'est l'effet que produit ce type de débat dans l'espace public. Parce que on a passé 1 heure à parler de terrorisme, et là on parle du voile, hein, c'était inévitable. Oui, alors je l'avoue, parce que oui, bien sûr, parce que dans l'émission Faut pas croire, justement, où tu es intervenu, où je suis intervenue, justement, il y avait cette cristallisation de cette question, donc je ne pouvais pas ne pas le mentionner, parce que je pense que c'est quand même lié d'une certaine façon. Mais ce que je remarque, c'est qu'on est là depuis 1 heure à parler de terrorisme du voile. C'est-à-dire les 85% de musulmans qui ne vont jamais à la mosquée, on n'en parle pas. Parmi les 15% qui vont à la mosquée, les 99,9% qui sont pacifiques, on n'en parle pas. On se focalise sur une minorité qui menace l'ordre public. Je suis entièrement d'accord, qui nous menace tous. Est-ce que je peux... Mais c'est dommage que le débat prenne cette direction. Je le regrette vraiment beaucoup, parce qu'on passe à côté de beaucoup de nuances et de beaucoup de complexité. Les lois de reconnaissance se focalisent sur les religieux, se focalisent sur... Elles doivent déterminer un interlocuteur qui va précisément ne pas être sécularisé, qui ne va pas être celui dont tu parles, qui est tellement diversifié, etc. Ça va être quelqu'un d'hyper religieux, forcément. Donc,
enfin de religion en tout cas, alors que tu disais que le référent religieux n'était pas si important, etc. Donc en fait, on veut de nouveau créer un référent religieux important dans une société désécularisée. Donc on est en train d'alimenter cette reconfessionnalisation en voulant précisément canaliser la peur et créer en fait le truc, quoi. Précisément pas. Alors la confessionnalisation, excuse-moi. Vas-y, puis ensuite Jacques. Non, ça c'est un argument fort. Là, je ne peux pas vous laisser dire ça. La reconfessionnalisation, c'est l'utilisation sauvage de valeurs rapportées à une certaine tradition religieuse pour imposer un ordre indiscutable dans la société. C'est ça, en fait. Alors que acter, en fait, et aider le pluralisme religieux, l'acter et lui donner des moyens institutionnels pour fonctionner comme une association dans la société, avec ses besoins spécifiques, tout en sachant que ça engage des valeurs qui sont extrêmement importantes pour les gens qui adhèrent, qui s'y engagent. C'est une modalité pour permettre précisément d'éviter quoi ? Pour éviter une reconfessionnalisation et pour aller vers plus de laïcité. Moi-même, je suis genevois. Moi-même, je suis genevois, j'ai grandi dans un cadre complètement laïque, il n'y a pas de souci. Mais je pense aujourd'hui qu'il n'y a pas d'enjeu sur lequel l'État, s'il y a des enjeux relatifs au bien commun ou à la sécurité, il n'y a pas d'enjeu sur lequel l'État doit se dessaisir de ses capacités politiques à intervenir. Il n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas de domaine. Et on ne peut pas donner un blanc-seing, soit à la religion, soit à l'économie, soit à un autre domaine, dans lequel on dit « l'État ne s'investira jamais là-dedans ». On ne peut pas, en fait. Parce que l'action de l'État dépend des conséquences des activités des citoyens. Et il doit se donner les moyens, en fait, d'agir là où des actions, des événements ont des portées sur des citoyens, sur des tiers, sur des publics. Et aujourd'hui, c'est le cas. Il y a Jacques qui voulait aussi réagir sur ce point de laïcité. Les choses que je peux amener pour essayer d'ajouter quelque chose de nouveau au débat, c'est revenir à l'histoire. Bon. Et le retour par l'histoire, le passage par l'histoire, d'une certaine façon, il va peut-être vous mettre d'accord. Il nous rappelle que qu'est-ce qui a réussi à fonder au XIXe siècle et au début du XXe siècle des communautés politiques fortes? Ce qui a réussi à les fonder, c'est deux choses. C'est un consensus sur une neutralisation de la sphère publique, qu'en France, on a appelé, à partir de 1905, laïcité, mais c'était l'un des deux éléments. Le deuxième élément qui est consubstantiel du premier, mais qui est fondamental, c'est de reconnaître que l'espace public était fondé sur la primauté du politique qui, elle, assure l'égalité et la liberté des individus qui constituent l'espace public. Ce à quoi on est en train d'assister, et ce qui explique un peu la virulence, il me semble, du débat, des débats auxquels on assiste un peu partout en Europe aujourd'hui, c'est que ce qui est en question aujourd'hui, c'est ce principe qui, pendant un temps assez long, n'a pas été contesté. C'est pour ça que, Monica, je ne pense pas qu'on a parlé toute la soirée du terrorisme, on en a un peu parlé, mais la façon dont moi j'ai essayé d'amener cette question, c'est précisément en tant qu'elle illustre une difficulté. C'est pas en tant que moteur de la déstructuration de la société européenne, pas du tout. Je pense que la question du terrorisme islamique est une question secondaire, franchement. Par contre, je pense qu'elle illustre notre faiblesse. Elle met en évidence notre faiblesse à constituer un espace politique commun et qui intègre, bien évidemment, qui intègre. Alors là, on a deux grandes voies et on retombe dans des débats qui sont des débats assez bien connus entre les multiculturalistes et les universalistes. Bref, et c'est un peu le débat que vous avez eu là. Quelle est la voie à suivre? Est-ce que c'est la voie directement universaliste ou est-ce que c'est la voie multiculturaliste? Et d'une certaine façon, ce débat-là est une illustration de notre difficulté. Et c'est ça qui est intéressant, est une illustration de notre difficulté à faire communauté politique. Nous n'arrivons plus à faire communauté politique partagée par tous, partagée par tous les individus et dans laquelle s'intègrent des groupes qu'on appelle des communautés. Alors on peut les appeler autrement, le terme importe peu, mais je pense que ce par quoi il faudrait commencer en réalité, c'est par reconnaître cette difficulté-là. Reconnaître cette difficulté-là.
Et revenir à la loi. Je pense qu'il faut déculturaliser le débat. Il faut revenir à Habermas, au patriotisme constitutionnel. Voilà, ma réponse, pour te répondre aussi, ma réponse est Habermas, c'est le patriotisme constitutionnel. Verfassungspatriotismus, ça veut dire je suis patriote parce que je respecte la loi de l'endroit où je suis. Alors encore faut-il la définir, ça évidemment c'est la nuance. Qu'est-ce qu'on entend par neutralité? Il y en a qui vont dire mais la neutralité c'est une idée hégémonique d'une certaine façon d'être. Comment est-ce qu'on gère ça? C'est très compliqué, c'est plus compliqué que ça. Mais si on pouvait revenir à la loi, respecter la Constitution, tout simplement, ça serait déjà un gain et déconfessionnaliser le débat. Parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui ne respectent pas la loi, justement, au nom d'autres idéologies. Donc en fait, ramener la communauté politique au respect de règles de vivre ensemble, d'un point de vue juridique, et sans tomber dans cette hystérie. Et un exemple pour illustrer ça, je cite les travaux d'Emmanuel Saada sur les enfants métis qui sont nés pendant la colonisation au XIXe siècle d'Afrique occidentale française. Les enfants qui sont nés d'une alliance entre on va dire un officier colon français et une personne indigène dans le langage juridique de l'époque de l'Afrique occidentale française pouvaient avoir soit la citoyenneté, soit ne pas l'avoir. Le même sang, la même configuration, avec pour seul critère l'endroit et le contexte dans lequel l'enfant a été éduqué. C'est-à-dire si l'enfant a été éduqué par le père, avec la transmission de valeurs françaises, il avait la citoyenneté. S'il était éduqué par la mère, il ne l'avait pas. Donc là, on a une culturalisation des appartenances. La citoyenneté n'est pas un droit, alors que ça devrait être le cas. On a un traitement différencié sous prétexte d'une incompatibilité culturelle dès la naissance avec des valeurs. Donc c'est ce problème-là que je trouve vraiment dangereux parce qu'avec ce prétexte-là, on peut mettre en cause la capacité de telle ou telle personne en percevant la personne à travers, soi-disant, sa culture, son héritage religieux aussi, notamment, avec cette culturalisation du débat. Et on pourrait d'emblée lui enlever les moyens et les connaissances de faire partie de cette communauté politique. Est-ce qu'il y a une autre... Oui. Alors, par rapport à la communauté politique, comment vous dire? Pourquoi la communauté politique, avec les droits et la loi dont vous parlez, serait mieux que la République islamique? Je fais l'avocat du diable. C'est-à-dire que se soumettre à la loi d'un État, la loi du royaume est la loi, et ça je trouve que c'est une phrase très très forte, ça veut dire que tu considères que ce royaume est plus ou est plus fort ou a plus raison que ta propre appartenance religieuse. Or ça, ce petit point-là, n'est pas du tout acquis. Il est acquis en Europe depuis 1801, mais avant peut-être pas non plus, si on regarde. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une problématique temporelle dans quelle phase d'un cheminement de réflexion politique ou même personnelle, tout ça, est-ce qu'on est au même niveau, au même moment de l'histoire? Peut-être pas. Peut-être que nous, comme on est aujourd'hui en contact avec nous, comment on était en 1500, ça ferait des étincelles au niveau de ce qu'on croit. Je dis nous, les Européens, je parle juste que ça s'est mis dans un certain temps. C'est pas arrivé comme ça. Moi, je viens d'un pays où la démocratie, je viens d'un pays communiste qui a vécu le totalitarisme, ce qui est tout à fait ici évident de comportement, ne l'est encore pas du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Nous prenons comme un modèle universel quelque chose qui pour moi l'est totalement, mais qui correspond à un certain moment de l'histoire, de notre histoire, à nous. C'est exactement le raisonnement de la République française et la manière d'avoir justifié l'attribution de la citoyenneté aux Antillais et non pas aux Sénégalais, par exemple, sous prétexte qu'il y avait 5 siècles de contact avec le maître pendant l'esclavage. Donc c'est aussi un événement, c'est aussi un argument culturaliste, justement, ce que vous dites là. Parce que cela présuppose qu'il y ait des stades linéaires d'acclimatation vers un universel commun.
c'est problématique aujourd'hui parce que ça voudrait dire qu'on penserait que des ressortissants de telle ou telle région auraient besoin de tant de générations pour avoir droit. Non mais j'illustre juste, j'extrapole un peu volontiers, volontiers votre pensée parce que ce que vous dites a été appliqué par la République française, par les différentes phases justement de réflexion d'hommes et femmes politiques français qui ont réfléchi à la manière d'attribuer la citoyenneté. C'est exactement ce que vous dites. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, justement, on le met en question, parce qu'on a vu les dérives de ce culturalisme. C'est aussi ce qui a justement alimenté la critique des révolutions arabes, c'est un discours développementiste qui considère effectivement qu'il y a un certain nombre de stades à respecter avant qu'on puisse, c'est, disons, une approche qu'on peut dire relativiste, hein. C'est-à-dire qu'il faut attendre un certain temps pour que les sociétés, les civilisations aient atteint un certain niveau de développement, sans quoi la démocratie ne pourrait pas s'implanter. Ce qui est quand même une approche qui est problématique, bien entendu, si on considère le passé colonial de l'Occident en particulier. Alors, sur cette question qui est au cœur qui est au cœur du débat, il me semble, quelques réflexions pour des voies de réponse. Je pense que la seule voie de réponse, c'est la loi. Et là j'adhère tout à fait à cette idée habermasienne de faire face au patriotismus, même si, et c'est là toute la difficulté, même si susciter l'enthousiasme, je vous rappelle, je rappelle l'origine du terme enthousiasme, c'est Dieu qui est en nous. Susciter l'enthousiasme pour un texte aussi désincarné que la Constitution, c'est extrêmement difficile. Alors quoi ? Alors, ce que je pense, moi, c'est qu'il faut se garder de tout culturalisme, parce que qu'est-ce que c'est le culturalisme ? Le culturalisme, c'est enfermer l'individu dans une culture qui le précède et qui le dominerait. Bon, et évidemment, personne, c'est une conception de l'humain qui est tellement antilibérale qu'elle est complètement inacceptable. Maintenant, et là je vais dire la chose qui fâche, est-ce qu'on ne doit pas regarder malgré tout des difficultés qui apparaissent dans certains contextes culturels et qui expliquent pourquoi parfois, alors surtout ne pas généraliser, surtout ne pas globaliser, ne pas enfermer, mais reconnaître, réfléchir aux choses qui parfois, dans certaines traditions, rendent difficile, c'est ce que voulait dire Madame, me semble-t-il, rendent difficile l'adhésion dans un contexte nouveau, à quelque chose surtout qui peut avoir l'air de terriblement peu enthousiasmant. Si je suis un... Voilà. Et je pense qu'il faut jouer sur les deux tableaux. Il faut rappeler que même si ce n'est pas enthousiasmant, c'est le cadre auquel il faut tenir à tout prix et n'y céder jamais. Il faut tenir le cadre. Et en même temps, il faut comprendre que l'enthousiasme ne viendra peut-être pas directement du cadre et qu'il faut comprendre les difficultés singulières de gens qui rejoignent ce cadre et qui sont en grande difficulté dans le moment où ils rejoignent le cadre. Et je pense qu'il faut faire les deux. Il ne faut pas lâcher sur le cadre. Si on lâche sur le cadre, et moi, c'est souvent ma grande inquiétude, qu'on lâche sur le cadre. Alors, c'est une inquiétude qui vient de l'expérience des Juifs en Europe. C'est une inquiétude qui vient de l'expérience des Juifs en Europe. Pourquoi ? Parce que l'Europe a lâché le cadre. L'Europe a lâché le cadre pour les Juifs. Les 2/3 de la population juive européenne n'a pas survécu à ce moment où l'Europe a lâché le cadre. Et que donc la gravité de ce moment où on lâche le cadre, eh bien, elle est à l'arrière de la tête de quelqu'un qui est le descendant de ce grand massacre. Bon. Donc le cadre, c'est crucial. Le cadre, c'est l'État démocratique. Le cadre, c'est l'État démocratique qui s'impose à chacun et à tous. Et en même temps, il faut veiller à ce que chacun puisse trouver accès à ce cadre qui souvent peut apparaître comme un cadre... Et là, les Juifs sont un mauvais exemple. Parce que les Juifs ont compris que ce en quoi leur adhésion au cadre leur assurait, en tous les cas, ils y ont cru du début du 19e siècle et jusqu'à 1933, ils y ont cru avec un enthousiasme qu'on peut rétrospectivement considérer même presque naïf, puisque ça ne leur a pas forcément réussi. Et pourtant, il faut, je réaffirme cette chose essentielle, qu'il ne faut surtout pas que le cadre soit changé
pour l'adapter à des gens qui ont des difficultés à s'y intégrer. Il faut aller vers ces gens, absolument, et tout faire pour, mais il ne faut pas lâcher le cadre parce que c'est trop grave et c'est trop dangereux. Alors j'aimerais... Philippe, le mot de la fin, peut-être. J'aimerais à la fois prolonger ce que dit Jacques, introduire un petit peu aussi de tension en disant, tout à l'heure il a parlé de multiculturalisme, si c'est moi que tu visais, tu t'es trompé d'individu. J'aimerais prolonger l'argument d'Habermas sur ce que Habermas dit actuellement sur le statut des religions dans l'espace public, et ce serait une façon d'essayer de vous répondre, madame. L'individu libéral et autonome est extrêmement exigeant à produire. C'est très coûteux, en fait. Ah oui, si vous avez essayé d'élever des enfants, vous voyez ce que ça signifie. Et puis quand ils ont 12 ans, on se dit qu'ils commencent à être autonomes, mais manque de peau. Et en fait, l'hétéronomie, c'est plus par rapport aux parents, c'est par rapport aux copains. Et puis il faut encore 10 à 15 bonnes années avant qu'ils commencent à voler vraiment de leurs propres ailes. Donc on le voit déjà dans l'individu, mais passer par les adolescents, c'est intéressant, parce que ça montre une chose, c'est qu'ils sortent du cocon familial, ils s'identifient à des pairs, et c'est en s'identifiant à une communauté de pairs qui peut être un peu débile pendant un moment de leur vie, qui vont vers une forme d'émancipation et d'autonomie. Maintenant, les communautés en fait religieuses, et c'est pour ça, c'est dommage que Nadine Richon soit partie, parce que je pense que ça continue notre débat, les communautés religieuses sont des lieux denses de réflexivité possible pour des individus, c'est des lieux d'attache, mais il s'agit de dire qu'elles ne sont pas l'unique communauté de ces individus qui vivent dans une société démocratique. Quelles sont la deuxième communauté ? Quelles sont la deuxième communauté, et qu'elles peuvent être certes leur lieu de naissance, mais elles ne sont pas forcément leur lieu de destination finale. Et surtout pas, et ce serait un drame, un ghetto dans lequel elles se renferment bien au chaud. D'accord ? Et le ghetto, si ça a concerné les juifs, ça a concerné d'autres confessions, et j'en fais partie. Maintenant, que dit Habermas ? Il dit la chose suivante. Le cadre démocratique du débat rationnel est extrêmement exigeant. Donc on doit permettre à des citoyens de Exactement. Et donc, que dit Habermas ? Il dit la chose suivante. Et là-dedans, il suit un autre grand théoricien du libéralisme qui s'appelle John Rawls. Il dit il faut autoriser des citoyens à avancer dans l'espace public des arguments qui proviennent de leur tradition religieuse, pour autant que ces citoyens s'engagent à les traduire dans un langage qui est accessible au plus grand nombre. Donc ça veut dire qu'ils peuvent entrer dans l'espace public en tant que juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, ce qu'ils veulent, athées y compris. Ils peuvent formuler un argument, en fait, qui est un argument qui vient de leur tradition religieuse, participer au débat public, mais ils s'engagent à traduire, en fait, cet argument-là dans un argument qui est audible par un tiers, qui est universel. Et surtout, aucune mesure légale ne peut être prise sur une argumentation uniquement religieuse. Aucune. Donc le droit est parfaitement neutralisé et sécularisé de ce point de vue-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? La proposition d'Habermas est revitaliser le débat public en permettant à des gens d'être présents dans l'espace public avec des identités qui sont denses, qui sont confessionnelles, qui sont marquées, mais à l'horizon d'une traduction vers des arguments qui sont rationnels et acceptables par quiconque, en fait, indépendamment de ses croyances ou pas. Et ça, je trouve très bien, je trouve ça très très beau. Oui. Mais là, vous êtes dans un monde qui est dans ses valeurs, c'est-à-dire que les valeurs que vous venez d'évoquer comme étant celles qui autorisent de s'exprimer au nom de sa confession, mais de façon universelle, ça c'est ici, nous. Mais quand vous êtes dans la République islamique, vous êtes minoritaire. C'est à vous qu'on va permettre éventuellement d'exprimer avant de vous couper la tête. Hein ? Ou pas permettre du tout. Voilà, mais donc, vous voyez, c'est ça, tout ça que je trouve passionnant. Ça, c'est ici nos valeurs. Mais là-bas... Est-ce que vous trouvez que ici c'est universel ? Non, mais on tend vers ça. On tend. Il y a une... On tend. C'est une intention. On a posé cette intention comme une possibilité. Bon, là, j'ai ouvert la boîte de Pandore d'Habermas. Je vais assumer et la refermer, essayer de la refermer. Dans la mesure où, évidemment, tout ça, c'est dans la théorie politique. On est dans la théorie politique. Et non, absolument pas. C'est pour ça que je l'ai ouverte. Mais il n'y a pas que la théorie politique, il y a évidemment l'application. Et ce qui est problématique, c'est le pouvoir de définition de ce qu'est
universel, parce que l'universel est toujours défini par quelqu'un. L'universel n'existe pas. Enfin bon. Dominique Schnapper m'a dit. Alors non, mais non, mais. Tu vois quand même. Oui, non. Dominique Schnapper m'a dit une fois, et là je suis vraiment pas d'accord. Bon, elle peut pas répondre, mais j'ai quand même la citer. Elle m'a dit si vous dites ça, vous êtes pour l'excision. Non, il y a des lois. Il y a des lois très claires sur la violation physique, etc. Donc réfléchir à la manière dont l'universalisme s'est construit, ça ne veut pas dire être relativiste à tout va. Hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais il est nécessaire, et d'un point de vue socio-anthropologique, il est vraiment nécessaire de s'interroger sur le pouvoir de définition et sur les conséquences de ce pouvoir de définition. Parce qu'on a exclu beaucoup de personnes dans l'histoire, notamment française, au nom de l'universel. Rappelons l'histoire d'Algérie. Enfin, Alain pourrait peut-être mieux nous en parler. On a exclu des citoyens de la citoyenneté sur la base de la religion, dans un esprit universel, hein, sous prétexte que, avec un discours universaliste. Un discours. Un discours universaliste. Bon, un discours universaliste. Donc, le discours universaliste peut produire des exclusions. Voilà, donc la théorie politique d'un côté, je la défends, c'est pour ça que je l'ai évoquée, mais d'un autre côté, il faut rester vigilant à la manière dont la théorie politique est appliquée, parce que en ce nom, on peut aussi exclure tout un groupe de population avec des assignations identitaires très très dangereuses aussi. Alors, Jacques, tu voulais intervenir? Je voulais d'abord vous remercier parce que je retiens quelques mots que je trouve, qui résonnent en moi, et je trouve sympa que vous êtes d'accord là-dessus. Je pense qu'il faut en effet déconfessionnaliser le débat. Il faut la primauté du politique, il faut le respect de conscience. Tout ça, c'est important. Je pense qu'il faut surtout pas stigmatiser. Il faut respecter la liberté de l'individu, du choix culturel ou que sais-je, qui est le sien. Tout ça, on est d'accord. Moi, là où je sens que je manque d'informations ou que ça pêche, j'entends ce que les gars de l'UDF fait pour politiser ou confessionnaliser la législation. Mais qu'est-ce qui se fait chez nous pour trouver un bon modèle politique qui puisse en effet répondre à tous les critères sur lesquels nous sommes tous d'accord? Le système français n'est pas bon, n'est pas adéquat. Qui c'est qui fait quoi? Comment on fait? Comment on avance? Parce que je ne suis pas là pour résoudre le problème de la Syrie ou d'autres pays où les traitements sont différents, mais nous vivons ici. Que peut-on faire pour ici assurer qu'en effet les règles sur lesquelles nous sommes tous d'accord apparemment soient en effet appliquées? Je pense que c'est pas confessionnaliser la Constitution. Il faut peut-être neutraliser la Constitution et permettre à chacun d'exister comme il l'entend dans sa sphère privée. Mais comment y arrive-t-on? Des éléments de réponse. Moi, je serais inquiet en réalité pour répondre à ta question. C'est-à-dire, je pense qu'on n'y arrive pas et que mon inquiétude provient du fait qu'on a de plus en plus le sentiment. Et les élections américaines de la semaine dernière me renforcent pas me font pas sortir de l'inquiétude. C'est-à-dire que en réalité, ce monde qui a voulu construire des sociétés sur l'ordre politique est aujourd'hui entré dans un moment d'immenses difficultés. Alors je pense que la première chose, et c'est à ça que servent les historiens, la première chose, c'est de regarder la difficulté en face. Bon, regarder la difficulté en face, ça ne veut pas dire que... Et après, avec d'autres collègues, il faut réfléchir à comment on sort de cette difficulté, mais déjà l'identifier, et il me semble que souvent on ne l'identifie pas de manière suffisamment précise et pertinente. Alors, l'autre élément, c'est des éléments de réponse, c'est on sait comment se sont construits les ordres politiques au XIXe siècle. Ils se sont construits toujours avec une tension, avec des éléments culturels et religieux extrêmement puissants qui se sont affaiblis. Bon. En gros, on pouvait transformer les Bretons, les Occitans, les Alsaciens en français en leur racontant une histoire nationale qui souvent, en fonction des versions qu'on leur a racontées, s'enracinaient aussi dans une histoire religieuse
et qui leur faisait digérer la pilule de l'ordre politique, en quelque sorte. Les Américains ont fait autrement. Les Américains ont tout construit autour d'une série d'idéaux politiques, et pourtant, eux se trouvent également face à cette difficulté qui est comment continuer, comment refonder, comment continuer de vivre, d'habiter dans ces sociétés fondées sur un ordre politique. C'est très difficile. Et il y a de bonnes raisons d'être véritablement inquiet pour l'avenir de ce projet-là, qui est un projet dont on sait à peu près à quand il remonte. Disons, ses origines sont dans le XVIe siècle européen, elles ne sont pas beaucoup plus anciennes, elles sont donc à l'échelle de l'histoire européenne, elles sont très récentes. Et il y a de bonnes raisons d'être inquiet, parce que précisément, on entre dans une sphère de turbulence qu'on n'a pas connue auparavant, il me semble. On va peut-être s'arrêter là, parce que sur ce message d'alerte, que je partage totalement par ailleurs, parce qu'on s'était donné jusqu'à 19h30, on a déjà dépassé un peu le temps, mais c'est pas grave, on a commencé plus tard, donc je remercie tous les participantes et les participants à cette soirée, et les intervenants à cette table ronde. Merci beaucoup. Merci.